débordante a amené à s'exprimer d'abord à travers la chanson, puis le cinéma. Cet artiste discret et souvent incompris a accepté de venir nous parler de lui ce soir et de son parcours à travers bien sûr le programme qu'il a concocté pour vous. Khaled, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas encore Khaled Barkat et pour ceux à qui il doit manquer beaucoup, je vous propose d'écouter une de ses chansons, Zoreni, une de ses premières chansons. Je vous propose donc de suivre le clip et de revenir juste après. Zoreni. قدم لكم الأستاذ بركات المدرس الجديد في مادة الموسيقى. تفضل أستاذ. صحيح. الله يعاونك. تحبوا الموسيقى؟ تحبوها صح؟ تعال جلس. Très bien. Ça t'a rappelé des souvenirs, hein? En tout cas, ça ne rajeunit pas. Du tout. Tous les deux, en tout cas. Hein. Si tu permets, Khaled, j'ai envie de ne pas parler de Khaled le chanteur tout de suite. J'ai envie de parler de Khaled Barkat l'homme. Et à commencer par ton enfance. Khaled Barkat enfant, il était comment? Bon, il était très effacé, très... Moi, j'ai vécu chez ma grand-mère, chez mon oncle, parce que j'ai perdu mon père pendant la guerre de libération. Donc, voilà, j'ai vécu comme ça en croyant que mon oncle était mon père. Oui. Et jusqu'à l'âge de... On était à Al-Harrach jusqu'à l'âge de 8 ans et demi.
Oh, d'accord. J'ai un vague souvenir comme ça qu'il y a eu des manifestations à un certain moment pour dire vive l'Algérie, l'Algérie libre. Ouais. C'est juste, c'est comme un rêve, quoi. Ouais, ouais. Alors, après, je sais que tu as fait l'école des cadets, d'abord à Tlemcen, puis à Cléa. Qu'est-ce que ça t'a fait de faire l'école des cadets? Qu'est-ce que ça t'a apporté? D'abord, on y emmenait les enfants de Chouhada. Oui. Comme j'étais fils de Shahid, donc mon oncle m'a emmené un jour. Je me suis levé très tôt. Je croyais qu'on allait faire une petite balade, mais au fait, on allait jusqu'à Tlemcen. Bon, ça a fait que d'abord, tu as perdu ton père très jeune. Enfin, j'avais 6 mois, je crois, quand mon père est mort. Et puis, tu te sépares de ta mère et tu te retrouves dans une école militaire à l'âge de 8 ans et demi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, tu connais pas l'affection, ça c'est clair. Ce que je garde comme bon souvenir, c'est l'amitié qu'on avait entre nous, les gamins. Parce que c'était un cercle fermé, on ne sortait pas. On était sur le mâchoire, les gens qui connaissent le mâchoire. C'est des murailles de je ne sais pas combien de mètres de haut. Et tu ne vois que le ciel et les enfants. Et donc, on a vécu comme ça, on a grandi comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans, avant de partir à Kolia. Et on a vécu dans la pureté, en quelque sorte, dans cet esprit de solidarité, j'allais dire, de survie. Non, pas de survie, survie affective peut-être. Bon, ça c'est le côté un peu négatif du manque d'affection qu'on a eu en étant jeune. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a eu une formation quand même. Voilà. C'était le but justement de mettre des enfants. On a eu une formation, c'est-à-dire on a eu de bonnes études, des principes, de la discipline, de la rigueur. On va attaquer ton programme, hein, et tu as choisi de commencer avec un grand, le regretté Dahman El-Harraji. On regarde. La première fois où j'ai entendu Dahman El-Harraji, je l'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris le texte. En plus, en faisant très attention, c'est percutant, c'est incisif, et c'est simple. C'est très simple. Son texte, c'est très simple. Ça va porter tout le monde. Mais c'est consistant. Donc, tout de suite, j'ai pris exemple sur lui, et honnêtement, instinctivement, j'ai suivi sa manière d'écrire. Ah, très bien. Instinctivement. Oui. Alors, justement, on va parler de tes débuts dans la chanson. Tu étais avec une bande de copains comme ça et vous repreniez des chansons, des tubes venus d'ailleurs, surtout en anglais. Et vous aviez formé à l'époque un groupe que vous aviez appelé Beavers, c'est ça? Beavers, oui. Alors, un mot sur cette période? Oui, écoute, c'était juste au moment où donc j'ai quitté l'école des cadets. Je laissais les cheveux longs, je me bariolais, et puis la guitare, et puis j'étais là. Moi, je jouais pas à la guitare, je jouais au piano, et puis mon copain avait une guitare. Il m'a appris quelques accords comme ça. Et puis on chantait à la placette de Messonnier, on chantait n'importe quoi. Je savais même pas que c'était les Beatles en fait. Je commençais par les Beatles, Hey Jude, Don't Let Me Down, Take It Back. Et voilà, c'était bien. On m'a dit, Khaled, mais toi, tu as une belle voix, tu dois. Et puis il y avait un autre copain qui savait taper sur la batterie, puis un autre copain qui avait un clavier. Et puis c'était des musiciens de quartier. Et voilà, et petit à petit, on a formé le groupe, on a acheté un ampli comme par-ci, on s'est emprunté de l'argent, on s'est débrouillé pour avoir un petit matériel, et puis voilà, on a formé le groupe Beavers qui a duré quand même 4 à 5 ans. Et vous produisiez où, essentiellement? On faisait les complexes touristiques, on faisait les balles. Avant, c'était les balles des étudiants, il y avait beaucoup de balles d'étudiants. Les fêtes, les mariages, les fêtes, Très bien. Et donc après, vous avez décidé, si j'ose dire, algérianiser le groupe. D'abord, vous l'avez appelé Tindi. Tindi, oui. Et vous chantiez des chansons algériennes cette fois-ci. On commençait à composer nos chansons à nous. Et c'était... Je me souviens, notre première chanson, c'était Ayam, l'Ayam. On a repris une Talhad, Subhanallah. C'était les années 80, 81, 82. Tindi a duré combien de temps après?
2 ans, un truc comme ça. Après on s'est disloqué. Oui, vous vous êtes séparés, Ouais, ouais. donc Youssef a rejoint Tegalula. Toi, tu as décidé de mener une carrière solo. Et puis, il y a eu justement ce clip. Hein. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès, justement, après la diffusion de ce clip? D'abord, l'idée du clip, elle est venue comment? Non, c'était pas mon idée, Ouais. c'était à la chaîne 3, c'était Rock Diana, Oui. on passait beaucoup à Rock Diana, Aziz Avec Mati, Mohamed Ali Alalou, Aziz Mati, voilà, ouais. Khaled Louma. Ouais, Youssef. Et la télévision, je sais pas, ils ont eu l'idée de reprendre cette émission à la télé. Ouais. Voilà, donc ils ont fait des clips. Et l'idée du prof de musique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Khaled Barkat est un prof de musique réellement. Oui, j'étais enseignant, c'est ma classe, c'est mes Ouais. élèves. Ouais. C'est ta classe en plus. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Après ça, il y a eu d'autres tubes hein, signés Khaled Barkat. Oui, Tariq Hayati, que Ouais. j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Tariq Hayati, il y a eu Yaloulid, il y a eu. Alors après cette période de gloire et de succès, est venue malheureusement hein, les sombres années noires qu'a connues l'Algérie. Et là, c'était une véritable traversée du désert hein, pour toi, et tu t'es exilé. Alors tu as vécu comment cette période? Je me suis exilé. C'était un exil forcé, je dirais. Hein. Vous savez, moi j'étais marié à une étrangère D'accord, qui était diplomate, d'accord. qui travaillait au consulat. Donc son ambassade l'a forcé à quitter l'Algérie. D'accord. Et donc, Tu es parti avec elle? je suis normalement. parti avec ma femme, bien sûr. Je suis resté, effectivement, je suis resté en dehors d'Algérie pendant 5 ans, et je suis rentré, tout simplement. Je suis parti en 95 et je suis rentré 2001, début 2001. Ouais, et tu disais que tu n'avais pas le cœur. Hein, Tu peux pas, c'est pas possible, Ouais. c'est pas possible. Je suis pas un automate, Ouais. c'est pas possible de chanter en ces temps-là. ouais, tout à fait. Et ça a duré pratiquement une vingtaine d'années. Ah ben, ça a Après duré. après quoi, tu as signé ton retour avec un nouvel album. On écoute une chanson justement de cet album avec la chanson Ana Nchfa. Ana Nchfa de Khaled Barkat. أنا نشفى من الصغر مولوع بالفن والسهر لو كان عرفت هذه القدر ما ندخل في أعماق البحر ونحس بجوارح الجمر ما يعود لي ندامي كبر أنا تربيت في الصفا لو كان عرفت هكذا ما نروح نغامر بها وبقيت نسأل ما جرى في حالي وحال الهوى هذا الجمال ودواء ما تلوموني يا ناس انا طبعي حساس قلبي ما هو حجر انا مبني على الصفا والحرمه يا سيدي اجيني بالهمه او الضرع فقط تديها في يدي ما عليك لا ذنوب لا حب ولا حساب ما عليك لا ذنوب لا حب ولا حساب انا نقول لك يا فلان ما طلب لا خبز ولا مكان فاتوا قبلك شجعان مطعو بحار وبولدان وانا كيف ندير الان خليت السعد للزمان انا نشفى من الصغر مولع بالفن والسهر لو كان عرفت هذا القدر ما ندخل في اعماق البحر ونحس بجوارح الجمار ما يعود يندامي كبر Un mot sur ton retour et sur cet album spécial. Bon, l'album, je l'ai fait en 2008, 2009.
mais je n'ai pas trouvé un distributeur qui le fasse de manière professionnelle et qui à sa juste valeur. Ouais. Qui distribue ça à sa juste valeur. Donc j'ai préféré le garder chez moi et donner à mes copains et basta. Ah, carrément. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que c'est un très bel album, mais qui n'a pas vraiment trouvé le succès qu'il méritait, franchement. Non, il n'a jamais été sur le marché. Oui, justement, je l'ai entendu 1 ou 2 fois comme ça à la radio, mais après... Ça ne sert à rien de le donner à quelqu'un qui va lui faire une jaquette complètement floue, et un enregistrement, une duplication. Il faut que ça soit dans de bonnes conditions, sinon c'est pas la peine. Ouais. On a l'impression comme ça que Khaled Barkat chante plus pour se faire plaisir. Il n'y a pas de démarche commerciale vraiment derrière. Non. Moi, je voudrais bien en gagner de l'argent. Oui. Mais bon, mais c'est pas ça mon problème numéro 1. Ouais. Mon problème, moi, c'est de faire quelque chose de valable. Ouais. Moi, j'aime la performance. J'aime faire les choses à un certain niveau. Ouais. Sinon, bien sûr que je le fais. Bien sûr, si je compose une chanson et que j'écrive un texte, c'est qu'il faut qu'il me plaise d'abord. Ça, c'est clair. Oui. Ça me plaise à moi. Oui, enfin, oui, je le fais pour mon plaisir d'abord, oui. Ouais. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Je sais qu'à un certain moment, tu avais ouvert un studio à toi. Oui, j'ai fait un studio, oui, d'abord parce que... Ça t'a apporté quoi? Et est-ce que tu t'es dit, bon, je vais peut-être faire ce que les autres n'ont pas fait pour moi, je vais essayer d'ouvrir les portes de mon studio aux jeunes qui n'ont pas la chance... C'est vrai que j'ai ouvert un studio, d'abord pour moi. D'accord. D'abord parce que je ne sais rien faire d'autre, à part la musique, enfin, farce. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Je ne vais pas citer de nom parce que ça ne sert à rien. Oui, oui, oui. Oui, j'ai eu beaucoup de jeunes. Il y en a qui ont écouté ce que je disais, il y en a qui n'ont pas écouté. C'est malheureux pour eux. Hein. C'est chacun. Oui. Et par rapport au studio, justement, est-ce que... Après, c'est devenu... Moi, la paperasse, les impôts, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc, donc basta, je laisse ça pour moi et c'est bon. Ben, on va quitter un peu la chanson pour parler cinéma. Et si tu es d'accord, on va d'abord parler de ta première expérience, je crois, dans le cinéma, non? C'était dans le film La Citadelle de Mohamed Chouir. C'était en 1989, c'est bien ça? 88-89, oui. Ouais, 88-89. Ok, on regarde un extrait du film La Citadelle de Mohamed Chouir avec pour rôle principal Khaled Barkat. الحب يجنن. ظلك الكركرة وجيبها لك حتى رجليك من شعرك. اهلا وسهلا. وشرا. لا باس الحمد لله. ولا لا باس. وش بها المريضة؟ العين ما عندي عين الحساد. ورا الزيارة. يسر منها. ورا الزيارة. بالشفاء عليها ان شاء الله.
علاش راك باغي تتزوج قدور؟ يسقسوا البغل شكون باباك، نقول لهم خالي العود. شكون بابا وراه مولية شكون انا؟ صابني سيدي مرمي قدام باب الحانوت رباني. ما بالي كلش. Il y a quelque chose dans le personnage justement qui correspond un peu au vrai Khaled Barkat, hein, puisque c'est un orphelin. Donc c'est peut-être ça qui t'a aidé justement à bien incarner le rôle, non? D'abord, j'ai aimé le rôle parce que c'est l'anti-héros en quelque sorte. Oui. Et sa beauté réside dans sa simplicité, dans sa naïveté, dans sa vérité à lui. D'accord. Et il est à contre-courant de cette société hypocrite, de cette société qui fait le beau. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le cinéma et que la chanson ne te permettait pas d'exprimer, par exemple? Puisque c'est deux formes d'expression, hein, pour toi. La chanson, il faut que la chanson soit belle, il faut que tu dises des paroles qui plaisent. En quelque sorte, tu veux faire le beau, ouais, dans la chanson. Ouais. Par contre, dans le cinéma, tu laisses libre cours à tes réflexes, en quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire, elle te donne l'opportunité de faire sortir ce que tu as enfoui à l'intérieur, et tu le fais sans complexe parce que tu es couvert par ça, par le fait que ça soit du cinéma. Et en 2013, je crois que c'est un peu l'aboutissement pour toi, tu signes ton premier long métrage, Titi. Hein? Donc on regarde la bande-annonce d'abord de Titi et puis on en parlera après. سيدي دوري دوري هذا هو اللي سرقنا الكلب. الكلب واش نديرو به دابا؟ كوميساريا يمات توفيق. باليش راهو حي ولا راهو ميت وتقولي واش بيك؟ هادو العقود الجديدة، واحد نتاع لا كلينيك والاخر نتاع الدار. يا ربي محمود شنو؟ الباصي، الفلوكة، الريح، ماتوا كاع. شحال يا نفسي سألتك ما كان جواب شحال. Alors, ça fait quoi de passer de comédien à réalisateur, de diriger les acteurs et tout? C'était comment? C'était un défi pour toi? Une consécration? Tu as vécu ça comment? C'est un enchaînement qui arrive comme ça. Tu fais les choses comme tu les sens. Voilà, ça arrive. J'ai écrit un scénario, ça m'a plu. C'est pas un grand scénario, c'est un petit scénario. Mais ça m'a plu, je l'ai proposé. Ils l'ont accepté. Je l'ai fait, ça a marché. C'est comme ça. J'ai fait la musique. C'est bien. Ça vient comme ça. C'est pas des trucs où je m'accroche, où ça devient une obsession. Une obsession. Non. Ouais. C'est difficile de dire le dernier mot. J'espère que ce ne sera jamais un dernier mot. Du moins, un mot pour tes fans. Hein, écoutez, j'espère que la prochaine fois que je vienne ici dans cette émission, je viendrai avec un nouveau film. Voilà. Et qu'on aurait entre-temps fait de belles choses. Je l'espère. Je l'espère. Comme vous aussi, je l'espère pour vous.
Bienvenue dans Ma Télé à moi qui reçoit ce soir une enfant de la télé comme on dit, mais qui s'est fait connaître sous d'autres cieux. On verra avec elle où et dans quel type de programme avant de rentrer en Algérie pour poursuivre cette belle aventure dans le monde de l'audiovisuel qui, il faut le dire, a débuté très tôt pour elle et j'espère qu'elle se poursuivra encore très longtemps. Il s'agit de Adila Erbib que nous recevons ce soir. Adila, bonsoir et merci d'être là avec nous. Bonsoir Halim, merci pour ton invitation. Merci de m'avoir donné la chance d'être dans cette grande télé qui est la télévision algérienne, la télé de mon pays. Pour commencer, on va s'écouter une chanson de ton choix. Et j'avoue que tu m'as un peu agréablement surpris, hein, pas surpris par ton choix, parce que c'est un chanteur que j'aimais et que j'aime beaucoup, et qui est hélas décédé en 2005. C'est Brahim Izri. Qui chante une superbe chanson, Dachouya. Très belle chanson. Je vous propose de l'écouter. Merci. بدي غير الخدمة عصرني تساوي ديك ماس أحملني مرة السني تمزالات تمزد النية أشكت وما هنا يلاس أرمني النار أي لو يوصل ليلة Pourquoi ce choix? C'est peut-être, certainement, hein, je dirais plutôt, un hommage à ce chanteur qui, hélas, nous a quittés très tôt. Oui, tout à fait. J'ai toujours aimé écouter Brahim Izri. Il y a des chansons et dire que j'aime bien écouter avec les reprises d'Ibrahim Izri. Oui. Aussi, Je te douillais, c'est une chanson que j'adore. Une chanson super rythmée, je l'aime beaucoup chantée par Ibrahim Izri. C'est une chanson qui nous replonge un peu dans notre jeunesse, sinon notre enfance pour certains. Et là, je suis obligé de te poser une question sur l'enfance de Adila Erbib. Est-ce que, si je devais la résumer, je dirais qu'elle était partagée entre deux trucs. Les études et ton sport favori qui était le tennis. الخبيش والتنس. القراية والتنس. J'étais trop studieuse. Comme ça, dans ton entourage, quand tu étais encore enfant, est-ce qu'il y avait des influences comme ça qui ont fait que tu es devenue la Adila Erbib qu'on connaît aujourd'hui? Oui, peut-être que j'avais des idoles autour de moi, surtout le grand-père pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Le grand-père qui a été un des fondateurs du journal Moudjahid ancien. À l'époque, lorsqu'il a été créé, c'était Résistance algérienne avant l'indépendance, qui est révolutionnaire aussi. Ancien journaliste. C'est une personne que j'adore, que je trouve très sage et c'est une encyclopédie. Le bac en poche, Adila part à Paris pour poursuivre ses études. Et là, tu parles, enfin, tu m'en as parlé, d'un certain déchirement. Tu as ressenti ça comme ça. Oui. Pourquoi? C'était pas un choix alors?
C'était pas un choix, c'était les parents qui s'inquiétaient et qui voulaient me sentir bien pour être sûre que je vais poursuivre mes études. Donc je suis partie un peu forcée. Heureusement, j'étais très jeune, heureusement que les parents ont insisté, parce que s'ils n'avaient pas insisté, je serais restée et c'était difficile. Tu ne serais pas devenue la Adila d'aujourd'hui, tu ne serais pas là avec nous. Peut-être j'aurais eu un autre destin. J'aurais pris une autre trajectoire, peut-être. Peut-être, j'aurais continué dans la médecine, peut-être, parce que j'ai été dirigée vers la médecine après le bac. Peut-être que j'aurais été un bon médecin algérien, je ne sais pas. Alors, tu m'avais dit que tu avais insisté pour faire la Sorbonne. Oui. 4, hein, oui. Puisque c'est la plus vieille selon toi. Oui. Et donc, ça s'est passé comment? C'est l'université de mes rêves. J'ai toujours rêvé de faire la Sorbonne. Sma't biha déjà de mon grand-père, parce que son père, qui était un grand soufi, l'a envoyé pour faire le droit à la Sorbonne. D'accord. Et à l'époque, donc c'est une université prestigieuse. Et moi, j'ai voulu être là où la Sorbonne a été créée, à Paris 4, là où il y a la chapelle. Elle a été créée au XIe siècle. Moi, je voulais être dans l'endroit qui a été créé au XIe siècle et pas à la Sorbonne nouvelle. Donc, j'ai tout fait pour étudier là-dedans. Et j'ai été admise et j'ai fait 2 spécialités, lettres modernes, littérature française et civilisation arabo-musulmane, option arabe. J'ai étudié l'arabe à Paris. Ah, super. Oui. Alors, bon, tu étudies, et là-bas, c'est clair que pour ton argent de poche, il ne fallait pas compter sur tes parents, il fallait bien bosser. Et là, c'est une opportunité qui se présente à toi, puisqu'on te sollicite pour un job de correspondante pour une télévision à Paris, mais dont le siège est à Londres. C'est bien ça? Oui. C'est venu comment et par qui? Alors, comment ça a commencé? Au début, j'ai dit, OK, je vais étudier, mais il faut gagner sa vie, il faut travailler. Mais j'étais déjà attirée par le journalisme, en fait. Je n'étais pas encore attirée par la télé. Bien sûr, ça, tu le dois à ton grand-père, on l'a compris. Voilà, par le journalisme. Mais voilà, l'occasion, il y a eu une occasion, je travaillais, je faisais des piges pour gagner ma vie, j'écrivais des articles pour une revue. Et cette revue, comme par hasard, faisait partie d'un groupe, ils avaient une chaîne de télé. Et moi, j'étais très jeune et je faisais des interviews avec de grandes personnalités à Paris. D'ailleurs, je ne te dis pas le trac que j'avais. Une fois, j'allais interviewer un ministre. J'ai failli avoir une angoisse dans l'ascenseur là où j'allais pour l'interviewer. J'avais très peur, je n'étais pas vraiment formée et je fonçais parce que je voulais faire le métier de mes rêves, commencer tout de suite et étudier en même temps. Pourquoi pas? C'était vraiment difficile parce que je n'étais pas encore formée. Mais je me suis formée sur le tas. Donc tu interviewais comme ça des personnalités, tu faisais des reportages sur... des femmes algériennes qui se sont distinguées là-bas. Oui, j'ai proposé à cette chaîne de télé de faire un petit document, un petit reportage sur les femmes algériennes qui réussissent à Paris. Et on a fait ça. Et on a fait ça. C'était ma première conception, mon premier concept télé. Je commençais à réfléchir comment faire ce reportage, comment le commencer, quelle idée que je dois mettre, quel est le fil conducteur, quelles sont les personnes que je dois voir. Et ça a été une réussite. Il est passé à cette chaîne de télé en disant Adila Rebib de Paris vous envoie ce reportage sur les femmes algériennes. J'ai commencé à signer et j'avais une petite voix sur le reportage et j'avais honte parce que j'avais une petite voix, j'avais pas une voix de news. Donc je disais quand même, c'est passé, c'est bien. Oui, c'était une nuit pour la jeune fille qui débarque d'Alger. J'ai eu cette chance d'être très jeune parce qu'ils m'ont tous couvée. Ils t'ont bien encadré. Ils m'ont couvée, ils m'ont encadrée et parce que toutes les personnes étaient plus âgées que moi, donc ils avaient une certaine affection pour moi. J'étais très chanceuse. Ils ont vraiment pris soin de moi et même quand je faisais des erreurs, on me faisait répéter, on était patient avec moi, elle est jeune, il faut la former, il faut être patient avec elle. J'étais leur chouchou, vraiment, j'ai eu de la chance. Eh bien, tu as eu de la chance. Oui. Et à peine à 20 ans, tu décides de quitter la capitale parisienne pour partir en Égypte et c'est là que commence, tu m'as dit, réellement, le professionnalisme pour toi dans le domaine audiovisuel, puisque à peine arrivé là-bas, tu proposes une émission qui fera parler d'elle
je te propose d'abord de voir des séquences, des images que tu nous as ramenées, bien sûr, de ces émissions-là, et puis on revient. Oui, désolé, la transmission a été mal faite, donc désolé pour la qualité. Oui, c'est vrai que la qualité... Malheureusement, la chaîne n'a pas gardé les archives, malheureusement. Très bien, on regardera quand même. Merci. Alors, Adila Rebine. نلعب نغلب نخسر نكسب. والآن أعزائي المشاهدين نقدم لكم فريق الحضارة والرقي، فريق الفراعنة. On voyait que tu t'éclatais, ça t'a un peu replongé. Alors, parle-nous de cette première émission que tu avais toi-même proposée, c'est ça? Oui, je fais partie des personnes qui ont créé l'idée. Il y avait, en fait, comme on parlait tout à l'heure, j'étais dans une chaîne de news à Paris, donc je rencontrais des personnalités, je faisais des interviews, mais j'étais complexée par ma voix. J'avais une petite voix, et pour moi, pas question, ça passait pas. J'ai essayé même de voir un musicien pour m'apprendre à... Après, j'ai entendu parler d'une chaîne de télé qui venait d'ouvrir à l'époque, une chaîne de télé très intéressante. C'était avant NBC, une chaîne comme NBC, ceux qui ont créé NBC. Donc, je me suis présentée, j'ai présenté ma candidature et j'ai été heureusement prise. Et j'étais aussi curieuse de découvrir le monde arabe dont j'avais aucune idée. Donc, je voulais vraiment découvrir ce monde arabe, cette Égypte, ce Liban. Alors, quelles difficultés on peut rencontrer dans ce genre d'émission? C'est pas facile de travailler avec les enfants. C'était un véritable challenge pour toi. Tu as fait comment? Oui, pour les émissions, pour les enfants, il faut avoir énormément d'énergie, énormément de créativité. Tu as gardé ton âme d'enfant. Et ce qu'il faut, oui. Ah oui, je me suis bien amusée dans ces émissions, mais derrière cet amusement, il y a eu beaucoup de travail. Donc, il m'arrivait de veiller jusqu'à 4 heures du matin à écrire mes délires et mes folies avec les enfants. Donc, il y avait énormément de travail. C'est vrai qu'à l'écran, on voit qu'il y a un amusement, mais il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de préparation. Et les équipes aussi étaient tous des enfants. Enfin, toute l'équipe, du réalisateur aux assistants, tout le monde était enfant dans ce monde. Et même moi, j'étais un adulte, mais j'étais enfant. On te voyait à l'antenne, on dirait un enfant qui jouait parmi d'autres enfants. Exactement. Voilà. Et c'est ce qu'il faut pour ce genre de programme. D'ailleurs, tu nous en parleras plus tard. Alors, c'est une émission qui a connu un succès phénoménal. Tu l'as vécu comment? Est-ce que tu t'y attendais déjà? Sincèrement, en sachant que je travaillais avec des gens hyper professionnels et qu'on faisait une émission toute nouvelle
le monde, parce que jamais on a fait une émission avec autant de moyens et dans un méga décor gigantesque. Jamais on a investi autant pour les enfants. Même en France, lorsqu'ils ont vu à M6 l'émission, ils étaient choqués. Parce qu'ils ont dit, ça s'est passé où? Oui, on a fait ça en Égypte. Lorsqu'on a présenté l'idée à la direction de la chaîne, ils ont dit, vous êtes sérieux que c'est faisable? On a dit, croyez. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Et on est tombé sur une directrice extraordinaire qui était très créative et qui avait la foi, qui a dit, je vous fais confiance, allez-y. Et on a commencé à faire des brainstorming et à créer des idées de jeux. Tous les jeux dans les émissions, c'est pas imité, on les a créés. On les a créés. On faisait des ateliers, des brainstorming d'artistes. On se réunissait toute l'équipe. C'était vraiment un travail d'équipe. C'est ça que j'adore à la télé, c'est le travail d'équipe. Et on commençait à créer des idées. Hop, celle-là, elle est bien, on prend. Et c'est des heures et des heures de brainstorming. On passait beaucoup de temps ensemble. On se réveille le matin jusqu'au soir, on tombe KO. On travaillait. Et après, on mettait toutes les idées sur maquette pour montrer à la télé. Voilà ce qu'on vous propose et on ramenait la maquette. On la construisait nous-mêmes, la maquette. Nous-mêmes, on faisait les maquettes. Voilà le décor. Ah oui, et ça, c'est faisable en vérité sur un studio? Oui, c'est faisable. Faites-nous confiance. Et on l'a faite et elle ne s'est jamais arrêtée pendant des années. Alors, moi, je voudrais savoir, ta famille, elle l'a vécu comment? Parce qu'à l'idée, on t'a envoyé à Paris pour faire des études de médecine ou de je ne sais quoi, et on retrouve Adil Herbib à l'antenne, comme ça, dans des émissions pour enfants, et qui plus est, dans des pays arabes. Oui, je sais pas. Moi, mon père, il m'a toujours dit, j'aurais préféré que tu termines dans les news à Paris. J'aurais préféré que tu ailles à Londres. Oui, mais ça, tu peux toujours le faire après. Oui, mon père, il n'était pas vraiment très emballé. Pour lui, je devais faire des choses plus sérieuses. Et il faut dire une chose, il n'y a pas plus difficile que de travailler avec les enfants. Et c'est très sérieux, parce que si on veut vraiment éduquer l'enfant de demain, voilà. Donc moi, franchement, chapeau. Tu es très à l'aise dans le dialecte égyptien. Tu t'es entraîné ou c'est grâce aux feuilletons et aux films égyptiens qu'on voyait avant? Il y a un secret pour ça. Alors, je ne savais pas du tout parler en arabe, et en arabe dialectal moyen-oriental. Et j'étais vraiment bloquée, et quand je suis partie au Caire, j'avais très peur. Je me cachais en fait au début parce que j'avais peur qu'on découvre que je ne sais pas parler l'arabe. J'ai foncé dans l'émission, dans les idées, mais je ne maîtrisais pas encore la langue. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir un professeur de théâtre là-bas sur place. En fait, je suis arrivée au Caire, 4 mois après, l'émission elle était faite. Donc pendant ces 4 mois de préparation, parmi les choses pour lesquelles je me préparais, on préparait l'émission, on préparait le contenu, et en parallèle, je prenais des cours d'égyptien avec un professeur de théâtre égyptien qui me donnait des cours pour pouvoir parler l'égyptien. Et il était désespéré. Le dernier cours, je lui dis, une semaine avant le tournage, le dernier cours, j'ai dit, Oustad, fi Amel. Il me fait, Rabbina ma'aki ya Adila. Il était désespéré. Et pourtant, il m'a dit, tu ne vas pas y arriver. Parce que je ne savais pas encore parler égyptien. Eh bien, pendant le tournage, avec l'adrénaline, le sens des responsabilités... Mais bon... Ça, on sent que tu en voulais, on sent que tu en voulais. Et c'est peut-être ça Oui, j'en voulais parce que les grands journalistes de l'époque me disaient « va finir tes études ». Donc je voulais leur prouver que... C'est bien, s'ils t'ont poussé à travailler plus... Ils m'ont servi. Ils t'ont très bien servi. Alors l'aventure va durer une dizaine d'années. Et elle va t'amener à tourner dans des pays comme l'Égypte, d'accord, il y a la Jordanie, le Sultanat d'Oman, et puis Paris et même l'Italie. Oui. Alors, oui, c'est une chaîne internationale, Pan-Arabe International, qui diffusait dans le monde entier. Même en Australie, on regardait nos émissions.
Tala Nazel, mon émission, ma première émission, c'était Tala Nazel. C'est une émission qui diffusait dans le monde entier, qui avait des bureaux dans le monde entier. Donc on faisait des tournages à Paris, des émissions à Paris, on faisait des émissions en Jordanie, on faisait des émissions en Italie, parce que aussi la diffusion se faisait de l'Italie, à 100 km de Rome, à Avezzano. C'est là-bas que j'allais pour faire quelques émissions. Et on m'a proposé de m'installer là-bas et de faire des émissions en direct de là-bas, mais j'ai voulu rester au Moyen-Orient. Très bien, ça a dû être très enrichissant, hein, le fait de voyager comme ça et de voir pas mal de pays et pas mal de cultures. Alors, l'aventure va quand même s'arrêter. Tu as vécu comment la fin de cette aventure? C'est difficile quand même lorsque tu passes des années dans la réussite et dans l'épanouissement professionnel. C'est difficile du jour au lendemain de voir la chaîne fermée. Parce qu'elle a beaucoup investi pour les enfants, ils ont mis beaucoup d'argent et après, à un moment donné, ils se sont dit on doit arrêter parce qu'ils ne gagnaient pas en fait. On ne comptait pas sur les publicités et c'était une chaîne, comment dire, cryptée qu'on devait payer l'abonnement et on l'ouvrait l'été pour tous les enfants du monde pour qu'ils puissent la regarder pendant les vacances. Donc ce n'était pas payant pendant les vacances et du coup, ça ne rapportait pas. Donc il fallait arrêter cette aventure. D'accord, alors l'aventure s'arrête, tu ne rentres pas directement en Algérie. Il y a une petite transition parisienne, encore une fois. Ça a consisté en quoi? Très rapidement. Alors, tout de suite après la fermeture de ma chaîne, qui m'a vu grandir, où j'ai grandi, j'ai voulu continuer l'aventure des enfants. Donc, j'ai eu une occasion à Paris avec un groupe de médias très important là-bas, à Paris, pour faire une émission pour la chaîne Al Jazeera Children. Donc, on a conçu l'émission de Paris et j'étais la responsable de la rédaction pour l'émission après des années d'expérience dans les émissions pour enfants. Ils m'ont donné, les Français, la charge de la rédaction rédactrice en chef de l'émission. Voilà. Tu n'as pas fait que ça, tu as fait aussi un peu de journalisme pour France 24, RMC. Je fais des passages de temps en temps dans les médias français pour avoir un peu plus d'expérience et pour apprendre des techniques nouvelles. C'est toujours quelque chose de plus pour moi. C'est toujours bon à apprendre. Alors, super. Après ça, tu décides quand même de rentrer au pays. Et avant cela, avant de parler de ton retour en Algérie, je vais te permettre de souffler un peu, toi et nos chers téléspectateurs, grâce à du rire, mais aussi de l'émotion, car tu as voulu rendre hommage à un grand monsieur, le regretté Qassi Tizi Ouzou. Moi, je dirais qu'il était notre Qassi national. On regarde. نقول لكم صار خير عليكم وادو انا راني في النهار وانتم راكم في الليل كيف ها قال لك اللي يحسب وحده يشطروا قال لك يا لالا انا حوريه توشت لها 2000 فرنك زوليخه حطيت لها 400 دولار الطاوش حطيت لها 200 دولار ايوا وانايا راني درك تران تكلا الدوسه اش خلق طميتو كاع 30000 فرنك تعرفي شحال دين تعرفي بين الخضره واللحم والخبز والدجاج عندك شي 350,000 فرنك. الوقفه تركز روحك مليح هذا الرجل هذا هكذا واليمنى هنا ايوا هاك اسمها كالكلينيوتر غوش دروات هاك تشوف مليح روح راني خاطيك هذه اليد هذه اليسرى ايوا اليسرى هاك واليمنى لا هذه للميزان شوف ايوه وهذه تجيب لك الهواء باش كي تعرق تكون شويه صحيح تجيب الهواء هذه صحيح انا فهمت عليه عرفتها Allah yarhamou salih. Des comme lui, on n'en trouve presque plus de nos jours. On l'a vu avec aussi le regretté Hassan Hassani, Boubgar Allah yarhamou. J'aime bien aller voir les deux, le contraste entre les deux. J'aime bien. J'adore leur duo ensemble. En tout cas, ça nous a permis de rire un peu et de leur rendre hommage par la même occasion. Alors, tu rentres en Algérie, après quelques années d'absence. Tu as trouvé comment l'Algérie ?
J'étais très motivée, je veux faire plein de choses et heureusement, bien sûr, j'ai eu l'occasion de concrétiser certains rêves. J'ai commencé par faire une émission de sensibilisation en nutrition. Oui, avant cela, voilà. Il faut juste souligner que tu es rentrée en Algérie après avoir obtenu quand même tes diplômes. Oui, évidemment. Tu es parti pour ça. Il faut préciser que oui, on me disait tu n'as pas, va finir tes études, mais j'ai fini mes études. D'accord. Voilà, ça il fallait le souligner parce qu'au départ tu es parti pour ça aussi. J'ai fini mes études en même temps que la télé, c'est-à-dire je travaillais et j'étudiais. Sur le plan professionnel, je disais que tu avais signé ton retour par ça. On va voir une séquence et tu nous diras c'est quoi au juste. Ok. يهتم هذا البرنامج بالغذاء ديالنا، بالغذاء كوقاية وعلاج، يهتم بكل الناس مهما اختلفت أعمارهم وأحوالهم، يقدم لكل واحد فيهم قواعد التغذية السليمة والصحية واللي أساسها الغذاء المتوازن. قبل ما نتوجهوا للأشخاص المعنيين اللي هما محور هذا البرنامج، إليكم العناصر الأساسية في الغذاء. 1. البروتينات تشكل 15% من احتياجنا الغذائي اليومي. 2. الدسم أو الدهون تشكل 30% من احتياجنا الغذائي اليومي. و3. الجلوسيدات تشكل 55% من احتياجنا الغذائي اليومي. Alors, c'est une autre Adila Erbib. C'est l'Algérienne qui revient. Ah, très bien, voilà, on te retrouve tout de suite. Et c'est bien que tu puisses jongler comme ça. C'est venu comment l'idée de ce genre d'émission? Je suis arrivée et j'ai commencé à chercher des personnes. C'était plutôt des interludes, c'est ça? C'était des interludes, oui. Ouais, c'est des petits formats pour donner des conseils de nutrition à toutes les catégories de personnes. Oui, et très utile donc. Très utile, oui. Ouais. Oui, on a fait 180 numéros. Ah, quand même. Voilà, conception, rédaction, recherche, nutritionniste, etc. C'était aussi fait de manière professionnelle. Très professionnelle, oui. Oui, ça se voit. Et ça, c'était ma touche pour revenir et pour être présente dans le champ de l'audiovisuel algérien. Et j'ai eu la chance de commencer directement avec cette interlude, avec cette émission, avec un groupe de professionnels aussi. J'ai eu la chance de les connaître et de travailler avec eux. Et c'était un travail d'équipe extraordinaire. J'ai travaillé dans des projets de cinéma, j'ai fait partie de l'équipe qui a lancé la série Switchers qui est passée sur Telfaz Al Jazairiya, une série très intéressante de jeunesse, très moderne, très moderne, un réalisateur qui a fait un très bon travail. Malheureusement, il n'a pas fait une deuxième série, ça, on aurait aimé que ça continue. Donc j'étais très fière de bosser dans un truc de jeunesse, de dynamisme. J'ai aussi travaillé sur les textes, j'ai fait l'adaptation de la version française à la version algérienne. كان مكتوب بالقورية وأنا je l'ai traduit en algérien. J'adore travailler sur les textes, sur les dialogues. Eh bien, super. Oui, j'adore ça. Puisqu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission, moi je voudrais connaître les souhaits et les projets de Adila Erbib. Je suis revenue en Algérie avec un concept pour une émission pour enfants. On n'a pas la chance de tout dire, malheureusement, en une heure. Je suis arrivée avec un grand concept pour l'Algérie. Je rêvais de le réaliser. Voilà, pour les il est toujours là, pour ceux qui le veulent. Qui nous regardent, s'il y a des gens qui sont intéressés, Adila Erbib est là, vous pouvez la contacter. Mesdames et messieurs, Yazid Ait Hamadouche, l'animateur de la chaîne 3 de la radio algérienne. Yazid, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on va la faire comme à la radio, ça fera plaisir à tes auditeurs. Donc, tu nous dis bonsoir comme si c'était ton émission. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à vous dans un nouveau numéro de Ma Télé à moi. Voilà, sur Canal Algérie. Ravi d'être parmi vous. Donc, on regarde juste le générique du début avec la chanson qui nous a tous marqués. D'accord. Iftah ya Simsim. Alors, on regarde Iftah ya Simsim, le générique, et on revient juste après.
comme dirait l'autre, hein, ça ne nous rajeunit pas. Ah, alors là, en plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté. Ah oui, et ça, c'est le générique, premier générique d'Eftahia Simpson, parce que c'est un programme qui a été reconduit après, avec un nouveau générique. Moi, j'ai préféré garder le premier générique. Donc, on va parler de toi, enfant. Et je pense que dans ton enfance, il y a eu deux périodes, hein, principalement. Alors, parle-nous un peu des premières 8 années de Yazid Ait Hamadouche. Eh bien, voilà, c'est vrai que la chanson, le générique qu'on vient d'écouter, c'est vrai que ça me replonge un petit peu dans cette période, voilà, où c'est vrai que voilà, on s'en souvient pas vraiment. Voilà, on a juste des flashbacks, un sentiment de bien-être, l'innocence, une période où on ne savait pas, où on était très bien de ne pas savoir. L'insouciance. Voilà, l'insouciance. C'est vrai que, comme tu l'as si bien dit, mon enfance a été divisée en deux. Après, donc il y a eu l'avant handicap et après handicap. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis né comme tout enfant ordinaire, je marchais. Et à l'âge de 8 ans, donc j'ai eu un problème de santé, j'ai eu une complication de rougeole, ce qui a causé ma paraplégie. Et donc avant mes 8 ans, oui, j'ai des souvenirs quand je partais eh bien, au bled, à Michelet, donc à Ain Hammam, le village Taqait Yahya. On y allait chaque été, cueillir des olives, chercher de l'eau au ruisseau. C'est quelque chose qui me marquait. On allait avec mes sœurs, mes cousins et cousines, et on allait cueillir des figues, des cerises, des olives. Et puis voilà, c'était des moments très très forts de mon enfance. C'est des souvenirs qui ne s'effacent pas. Hein. Qui ne s'effacent pas. Je me rappelle aussi, voilà, en été, on allumait la télévision. On captait aussi des chaînes espagnoles aussi de temps en temps. L'été surtout. Voilà, surtout en été. C'était les vacances, l'insouciance. Voilà. C'est vrai que c'est pas très très clair dans mes souvenirs. Sûr, quand on a à peine 8 ans, bien sûr. Oui, et après, donc, le handicap, il faut se dire que ça n'a pas véritablement changé. Même quand on se retrouve dans cette situation à l'âge de 8 ans, on reste toujours enfant, avec les mêmes caprices, avec la même insouciance. C'est juste qu'il y a quelque chose qui change dans la vie. On ne sait pas ce qui nous arrive. C'est ça justement, c'est ce que je voulais te dire. Est-ce qu'à 8 ans, on réalise ce qui nous arrive? Non, on ne réalise, on ne sait pas. À l'âge de 8 ans, d'ailleurs c'est pour ça que très souvent je me dis que ça a été peut-être plus facile pour moi à vivre donc cet handicap parce que c'est survenu à l'âge où je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, qu'à l'âge de l'adolescence ou de la jeunesse où voilà, on a déjà une vie bien établie et après le choc et le bouleversement arrivent. Mais bon, c'est vrai que quand on a 8 ans, on voit beaucoup plus les avantages, on attire un peu plus l'attention des autres, on a un peu plus voilà, de cadeaux, on se soucie beaucoup plus enfin voilà, on a plus d'attention tout simplement. Je profite de l'occasion pour leur rendre hommage. Sans mes parents, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne le dis pas suffisamment, je pense qu'ils le savent. Ils savent très bien tous les sacrifices et tous les combats qu'ils ont dû mener pour faire en sorte que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils ont quand même surmonté eh bien, cette situation avec beaucoup de courage, beaucoup de sang-froid et de bravoure, que ce soit ma mère et mon père. On va souffler un peu, hein, puisqu'on est obligé de faire passer le programme de Yazid Ait Hamadouche. Tu as choisi Babylone avec Yazina Madrti Fina. Alors, Babylone et Yazina. يوم راني معاك غدوة تاني نتمني يكتب المكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي موجوداني معاه تبع رياح الحب وعندك حضني ودعني وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه هي الزينة ما درتي فيا
وقلبي حوسنا ليك ما لقينا يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا ليك ما لقينا يا خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر عيونك ضويتي قالولي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قوليلي علاش هربتي قالولي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر عيونك ضويتي قالولي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قوليلي علاش هربتي هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. Je sais que c'est une chanson qui a un lien avec ton émission Serial Tiger. Et je sais que tu es un peu pressé d'en parler, mais je te laisse dire 2-3 mots sur la chanson parce que il est prévu dans le programme de parler longuement de Serial Tiger. Alors, bien sûr, oui. Ça fait partie des fiertés de l'émission, du travail que nous faisons aussi à la chaîne 3. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait juste que diffuser cette chanson ou faire connaître ce groupe. On va dire que la radio a joué aussi un grand rôle à ce que cette chanson voit le jour à un moment donné et qu'elle voyage à travers le monde comme elle l'a fait. Lorsque tu l'as écoutée la première fois, tu savais tout de suite que tu tenais comme ça un grand succès. Écoute, quand je l'ai écoutée, en fait on l'a écoutée à moitié parce qu'elle n'était pas finie. D'accord. Quand le chanteur est passé et ce sont les auditeurs. Ce sont les auditeurs, comme l'émission est très interactive, ils ont tout de suite eu un gros coup de cœur, alors que c'était juste une petite version live, etc. Et donc, oui, on sentait que nous tenions un tube. Oui, très bien. Alors, on va revenir à Yazid, à Hamadouche, enfant. Oui. Alors, après ta maladie et les conséquences, notamment sur le plan moteur, tu vivais comment ça, notamment à l'école ou dans la rue avec les autres enfants? Surtout à l'école. Oui. Alors bon, c'est clair que il y a des difficultés, notamment liées à l'accessibilité. Tout à fait. Il faut toujours, il y a toujours trop de marches, trop d'escaliers, et ça c'est pas évident. Donc mes parents ont dû se battre pour que je puisse aussi intégrer l'école, pour que je puisse avoir une classe au rez-de-chaussée. Et ça, c'est parfois pas évident, mais j'ai eu beaucoup de chance, contrairement à d'autres enfants qui sont dans la même situation que moi, avec des chefs d'établissement qui ont bien voulu jouer le jeu, même si à un moment donné, j'ai dû changer d'école, notamment dans le primaire. Et oui, bon, c'est vrai que quand on est enfant, quand on voit les autres courir et qu'on n'est pas capable de le faire, c'est vrai que c'est une déchirure. On le vit pas bien. Mais à un moment donné, eh bien, il y a aussi de la tristesse, mais une tristesse qui ensuite se transforme en colère. Et de la colère, on peut aussi avoir et en faire une énergie positive pour à un moment donné se dépasser. Et pourquoi pas... C'est pas forcément le cas, parce que cette colère, il y a certains qui la vivent mal. Oui. Et c'est une colère qui peut même les détruire intérieurement. À condition alors que toi, par contre, au contraire, ça a fait l'effet inverse. Je peux te donner un exemple, te raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais en 8e année, j'ai dû arrêter. Donc j'étais au CEM, j'ai dû arrêter pour pouvoir être opéré. Je me suis absenté de l'école pendant 1 an. Donc j'ai quitté le 2e trimestre donc de la 8e année. Je suis revenu donc 1 an après au CEM. Et après on me dit, bon Yazid, tu t'es éloigné donc de la classe, de l'école pendant 1 an, il faut refaire ta 8e année. J'aurais dit non.
J'aurais dit non, il n'était pas question. Bon, ils m'ont dit, bon, j'aurais dit, alors testez-moi. Les devoirs du deuxième trimestre allaient arriver dans 2 semaines. J'aurais dit, donc j'ai 2 semaines. Si j'ai de mauvais résultats, j'accepte de refaire. Mais si j'ai de bons résultats, laissez-moi au moins continuer et ne pas redoubler, voir mes autres camarades passer en 9e année et moi, voilà, refaire la 8e année. Donc il y avait donc cette colère-là qui, à un moment donné, m'a poussé à réviser très dur pendant 2 semaines, de faire appel à une étudiante à l'université qui me faisait des cours pour essayer de me faire rattraper le retard. Et lorsque j'ai passé mes examens, j'ai non seulement réussi, mais j'ai eu les meilleures notes de ma classe. Waouh. Très bien. Du coup, j'ai continué ma 9e année. Après, côté études, ça s'est plutôt très bien passé pour toi, hein? Écoute, tu as eu ton bac. Oui, bah, c'était des allers-retours entre les problèmes de santé. Voilà, il fallait un petit peu disparaître de temps en temps de l'école pour pouvoir subir une intervention, être en convalescence, etc. Mais voilà, j'ai eu mon bac avec mention, 3e de mon lycée. J'ai eu la possibilité de faire toutes les études que je voulais. Enfin, tu as fait j'ai choisi donc l'école supérieure d'informatique. Donc l'Institut national d'informatique à l'époque, l'ENI. Aujourd'hui, c'est à Ouatsemar. Et donc c'était l'une des meilleures écoles supérieures en informatique du territoire national. Très peu de personnes pouvaient y accéder. C'est vrai. Il fallait avoir d'excellents résultats. Moi, j'étais scientifique, mais j'avais de très très bonnes notes en maths et en physique. 18,5, 19,5. Voilà pour vous dire. Et donc du coup, j'avais la possibilité d'intégrer cette prestigieuse école, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, à l'université, il y a eu quand même un petit relâchement. Parce qu'on est jeune, et quand on est jeune, on a envie de vivre aussi sa jeunesse. Heureusement. Et que j'avais été studieux pendant très très longtemps au CEM, au lycée. Un petit moment de relâchement. Et qu'à un moment donné, j'avais peut-être besoin aussi de vivre voilà, ma vie, d'être jeune, et puis voilà, de temps en temps, voilà, déroger à la règle. À la règle, exactement. D'ailleurs, j'avais la chanteuse Zao qui était étudiante avec moi à l'ENI lorsque j'étais en 2e année. Et puis on passait beaucoup de temps avec les groupes, avec les amis, dans le gazon, guitare à la main, et à chanter. Donc c'était de très très belles années. Très belles années jusque malheureusement. Hein, oui, j'ai eu cet épisode-là qui intervient alors que tu préparais ta soutenance carrément. Oui, j'étais en dernière année. Ça a été donc dur, et donc j'ai eu un grave problème de santé. Un grave problème de santé qui, à un moment donné, voilà, mon pronostic vital était carrément en jeu. À l'époque, j'ai dû tout arrêter. On ne savait pas exactement à un moment donné ce que j'avais, et après on a pu donc diagnostiquer, traiter à l'hôpital de Douira. D'ailleurs, le professeur Ziani, à qui je rends hommage, c'est lui qui m'a pris en charge. Et à un moment donné, voilà, c'était effectivement une période assez critique où vraiment on ne savait pas, et on pensait réellement que ça allait être fatal. Voilà, exactement. Mais alhamdoulilah, il y a eu, comme on dit, parfois aussi, le moral a un rôle à jouer aussi sur le physique. Les proches aussi étaient présents. Et donc, du coup, on a pu dépasser ce problème. Et puis, pour moi, il était inconcevable voilà, que ça s'arrête là, après avoir fait tant de sacrifices. Voilà, il n'était pas question, par exemple, voilà, que tout s'arrête sans avoir eu mon diplôme, alors que je me suis battu, je me suis vraiment sacrifié toute ma vie pour avoir ce diplôme, et puis de ne pas réaliser mes rêves. Et parmi mes rêves, il y avait un rêve que je voulais faire depuis tout petit. D'ailleurs, j'ai une petite photo sur Facebook où on me voyait tenant une radio à la main. Je voulais faire de la radio. Voilà, depuis tout petit, j'étais fasciné et passionné par ce monde. J'écoutais la radio et je me suis dit qu'un jour, voilà, je ferais partie de ce monde-là. Et tu t'es dit, c'est pas possible, je ne partirai pas sans avoir fait de la radio avant. Oui, sans avoir fait mes études. C'est une très bonne attitude. En tout cas, on a compris que normalement, les nuages ont commencé à se dissiper pour toi, hein, et que, comme dirait l'écrivain Rachid Mimouni, le printemps n'allait être que plus beau.
Et donc, ça nous permettra de souffler un peu et de, pourquoi pas, de rigoler un peu avec une séquence que tu as choisie, la série Nasm City, qui nous a tant fait rire. Donc, une petite séquence comme ça d'humour et on revient juste après. Nasm l'humour aussi, c'est une thérapie aisée. Oui. Je pense tu aimes rire. Oui, tout le monde aime rire. Mais rire de soi aussi. Franchement. Ça t'arrive. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut jamais se prendre au sérieux dans la vie. Je pense que c'est vrai. J'ai adoré. Moi, j'adore Nasm City. Très bien. Alors, on revient à droite. Tu rejoins la chaîne 3. Tu as fait comment justement pour rejoindre la chaîne 3? Eh bien, on s'était arrêté avec le gros problème de santé que j'ai eu, alors que j'étais en convalescence à la maison. J'avais pas encore pu, on va dire, me rétablir complètement. J'ai envoyé un mail, c'est aussi simple que ça. Je suis entré sur le site de la radio algérienne, j'ai trouvé 3 adresses mail et j'ai envoyé un mail sur les 3 adresses. Où dans ce mail, j'ai expliqué pourquoi la radio avait besoin de moi. Tout simplement, c'était peut-être un peu prétentieux de ma part. J'aurais dit, pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de la radio, mais toi c'est l'inverse, c'est la radio qui avait besoin de toi. J'ai expliqué à travers ce mail que tu avais quelque chose que j'avais quelque chose à apporter à la radio, que ma place était là-bas, que j'avais des choses à apporter et que la radio avait besoin de moi. Et puis bon, j'ai envoyé le mail vraiment comme quand on jette une bouteille à la mer. Je me disais pas que que ça allait peut-être aboutir, que ça allait peut-être arriver, etc. Et 2 semaines après, le téléphone sonne. Et c'était la directrice de la chaîne 3 de l'époque, Madame Boukli, qui m'appelle. Elle me fait: alors comme ça, on a besoin de toi. Je lui fais oui. Elle me fait: alors passe nous voir. Et je suis passé les voir. Voilà. Tu as eu un entretien? J'ai eu un entretien. Je suis passé voir la directrice. Elle m'a expliqué que le mail est arrivé chez le directeur général de l'époque, M. Zouaoui, et qu'il avait souri en voyant le mail et qu'il avait demandé à ce qu'elle me contacte pour me voir. Et puis ensuite, comme tout le monde, comme quand on intègre à la radio, j'ai passé des tests de voix. Donc à ce niveau-là, on m'a dit que tout va bien. Normalement, oui. Voilà, d'ailleurs on me le disait bien avant, que j'avais une voix radiophonique. Que j'avais une voix qui se prêtait un petit peu à la radio. Et que, ensuite, des exercices, des tests de diction, de parler, etc. Donc derrière un micro. Je faisais à l'époque, ces exercices avec Naliman Saadouni. Et donc ça a commencé comme ça. Ensuite j'ai intégré une équipe de première émission de jeunes, Génération 3, avec Mahlaz Rabia, qui faisait partie de l'équipe, avec Abdou Sayah, et Mohamed Ali Dakhiyal, Soraya Bouadba. On était tous dans la même équipe. Et puis je faisais une chronique autour de l'amour. C'était Cher Journal, où je parlais un petit peu de ce que vivaient déjà les jeunes, comme déception amoureuse, comme sentiments amoureux, etc. Donc c'était le cœur auprès des jeunes. Et puis chaque semaine, un sujet était abordé dans ce sens. C'était une période où on passait de l'analogique au numérique. C'était une période où on passait du nagra au montage numérique. Et comme je suis informaticien et que j'étais en parallèle en train de finir mes études, parce que j'ai repris aussi pour ma soutenance. D'ailleurs, le jour de ma soutenance, j'avais plusieurs animateurs, plusieurs collègues qui sont venus assister à ma soutenance. Ça a dû impressionner les membres du jury. Tout à fait. Alors Mehdi qui vient à la soutenance, c'est vraiment quelque chose. Et donc du coup j'avais peut-être cet avantage, puisque j'avais des connaissances dans la maîtrise de l'outil informatique, qui faisait que j'avais peut-être une longueur d'avance sur certains, et qui m'a permis peut-être de m'adapter plus facilement et de passer directement au montage numérique. Je n'ai jamais monté sur un agra, ni avec les bandes, ni rien du tout. Et donc du coup, montage sur ordinateur, avec mixage, je faisais déjà de la réalisation, du reportage, de l'animation. Je voulais toucher en fait à tous les aspects de la radio. C'était pas juste être animateur, mais je voulais vraiment maîtriser tous les aspects de la radio. Serial Tagar, c'est quoi le concept?
C'est une émission qui existe depuis 8 ans déjà, et le concept en fait au départ c'était basé sur Facebook. J'étais à travers cette émission le tout premier à avoir utilisé la plateforme Facebook, qui a été autorisé à utiliser en fait Facebook. Et on retrouve l'informaticien aussi. Voilà, exactement, sur la radio. Voilà. Et donc l'idée en fait c'était de l'interactivité, c'était de faire en sorte de donner la parole aux jeunes à travers différentes formes d'expression, à travers la musique, à travers le théâtre, à travers le dessin, à travers la danse, etc. D'aller aussi sur les arts urbains tels que le rap. Et l'idée en fait c'est vraiment de donner la possibilité aux gens et aux jeunes surtout de s'exprimer, que ce soit à l'antenne en faisant des publications sonores comme j'aime les appeler, mais aussi à travers des contributions, c'est-à-dire des publications de l'émission ou des propositions de l'émission, comme quand on publie sur sa page, sur son mur Facebook, eh bien on propose aussi des artistes et ensuite les commentaires viennent aussi à un moment donné eh bien promouvoir cet artiste. Et donc nous avons utilisé les deux formes d'interactivité, donc que ce soit au téléphone mais également sur les réseaux sociaux. Et tu t'attendais à un tel succès parce qu'après ça a pris des proportions vraiment énormes. C'est devenu une référence quand on passe à Serial Tiger. Eh bien, je ne m'y attendais pas. Puis en même temps, je me suis dit que la richesse est là. Tu tenais quelque chose. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait le potentiel est là. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour créer ce potentiel. Le potentiel, il existe. On ne le fait que le mettre sous les projecteurs, le révéler, devant de la scène. Voilà, on essaie vraiment de jouer notre rôle de radio, de média, et de faire de la véritable promotion. C'est vraiment ce qui se fait partout dans le monde. La radio a souvent révélé des talents, et là, comme nous tenions aussi les réseaux sociaux, que nous tenions aussi cette richesse, ce gisement, cette énergie qui était vraiment incroyable, créative. C'était vraiment la modernité, mais en même temps de l'algérianité. C'était vraiment... et donc, on faisait aussi de l'accompagnement artistique, c'est-à-dire qu'on ne se contentait pas juste de faire passer l'artiste, et puis hop, on l'oublie. On le faisait revenir, en le mettant en contact avec des institutions telles que l'ONC pour faire des scènes, telles que l'ONDA pour se protéger par rapport aux œuvres. Quand on organisait des spectacles, des Serial Tiger Show avec la radio, ils étaient là. Donc on les mettait aussi dans le sillage, dans le rouage un petit peu artistique. Donc, on les lançait un peu dans le milieu professionnel, et certains d'entre eux, les plus tenaces, se sont démarqués, embrayés, sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. En tout cas, Serial Tiger est devenu pratiquement une institution avec tout ça. Je sais qu'il y a un truc qui te tient à cœur, c'est les clips. Donc on va regarder un clip derrière lequel il y a Yazid Ait Hamadouche. Tu l'as réalisé. Oui, tu l'as réalisé. On regarde juste un extrait, on revient juste après pour parler des clips. يا سيدي والناس تخدم وتنام. المقصود بالموسيقى والهوى والساقي زايد يا سيدي القلوب سلمى تبسم الغرام. دارت العوام تغيرت الحوال الغيم في سماك نصب والشمس ما بقات تضوي محال. لا البسمات وضحكة العينين خلاص بنات يا سيدي وفات ايام الخير. اشهد اللي صار شي مكتوب ولا متعمد من عندك شي كسان. ركب جنون وشيطان ربي مولاي مولانا يا الله.
rappelle que c'est un clip de sensibilisation quant à la maladie du sida. Mais tu ne fais pas que ça, pas que des clips de sensibilisation, tu fais des clips pour les jeunes chanteurs aussi. Bon, ce qui est particulier avec ce clip, c'est que ça rejoint ma passion pour le clip et celle de la radio. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des artistes qui ont été révélés donc, par la chaîne 3, qui viennent de partout en Algérie, et que c'est une campagne de sensibilisation qui existe déjà depuis plusieurs années. On organise tout un événement, toute une campagne de sensibilisation, toutes des chaînes humaines, etc. Et donc, oui, c'est vrai que c'est ma passion. C'est vrai que aider les artistes et les jeunes talents, ça a toujours fait partie de mes préoccupations. Et il manquait quelque chose, c'était l'image. C'est vrai que quand on fait de la radio, ce sont des images qui s'écoutent, mais de vraies images, c'est important aussi. Voilà, surtout lorsqu'on parle des jeunes et des réseaux sociaux. Donc oui, je fais en sorte de faire des clips et ça fait partie de moi parce que j'ai grandi avec ces images. Alors, juste avant de parler d'autre chose, franchement, en toute sincérité, tu fais beaucoup pour les jeunes. Est-ce que ces jeunes-là te le rendent bien? Oui. Parce que c'est important aussi. Hein. De toute façon, nous, quand on aide ou quand on soutient, on joue notre rôle. On n'attend rien des autres. On n'attend rien. C'est-à-dire que nous, on est là, etc. Et puis à un moment donné, on a presque envie aussi de couper aussi un peu le cordon, aller voler de vos propres ailes. Tout à fait. Bon, il y a certains qui lorsqu'on se revoit, sont pleins de gratitude et le disent aussi dans les médias, etc. Et d'autres qui ont peut-être la mémoire un peu courte. Mais pour ne pas dire que c'est de l'ingratitude, carrément. Mais moi, de toute façon, je n'attends rien. Et c'est vrai que quand je réalise un clip ou quand je fais l'émission, je le fais aussi pour moi parce que j'aime ça. Donc, quelque part, il y a aussi un peu d'égoïsme dans tout cela. mais bon, on va dire que certains ont plus de mémoire que d'autres. C'est très bien dit. Comme ça, je pense que la boucle est bouclée. Il faut qu'on parle de l'émission. Le concept... Franchement, tout se rejoint. D'après avec tout ce que j'ai raconté, j'essaie vraiment de faire en sorte que toutes mes passions se rejoignent à un moment donné. Ce que je suis et ce que je suis. Je suis fier d'être ce que je suis. Je suis fier d'être la personne que je suis. Ma situation, le fait que je sois en situation de handicap ne m'a jamais empêché de réaliser mes rêves. J'ai fait en sorte non pas d'être comme les autres, mais d'être peut-être mieux que les autres. J'ai fait en sorte de ne pas ressembler à tout le monde, mais que peut-être d'autres personnes essaient de me ressembler. Exactement. Donc, oui, donc je suis malgré moi un exemple. Et j'ai cette responsabilité aussi de peut-être représenter des personnes comme moi qui sont sur un fauteuil roulant ou qui souffrent d'un handicap. Et donc, il était impératif pour moi de faire cette émission. Je n'étais pas prêt au début, pour être honnête avec toi, mais depuis 4 ans, voilà, je me suis dit, c'est très difficile. Hein, c'est ton idée ou... C'est mon idée. Ah d'accord. Oui. C'est très difficile, ça a été très difficile pour moi de sauter le pas, parce que c'est quand on... voilà, beaucoup d'appréhension. Beaucoup d'appréhension, surtout que c'est une responsabilité, et puis c'est délicat. Quand il est plus facile de parler des autres, de ramener un artiste, de le faire chanter, que de parler de quelque chose qui te renvoie directement à ta propre personne ou à ta propre situation. Donc il y avait tout un travail à faire sur moi. Et aujourd'hui, eh bien, on fait cette émission. Je fais en sorte de montrer, de changer surtout. Et c'est ça qui est important aussi par rapport à la radio, de changer cette vision que nous avons de handicap, de ne pas le voir comme une faiblesse, quelque chose qui diminue, mais beaucoup plus comme une différence qui peut être parfois une richesse et une force. Merci à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro de Ma Télé à moi avec Halim. Voilà, et j'espère que vous allez passer une agréable soirée sur Canal Algérie.